Coucou toi, Yorana. Alors oui, il est 3 heures du matin. Et oui, puis je pense que c'est pas tout le monde qui se réveille à 3 heures du matin avec ça dans la tête. Et avec tout ce que je lis sur les réseaux sociaux, hein, vous le savez, hein, j'aime savoir ce que pense notre population, la société. Il m'est arrivé une question. Une question, et comme je suis stupide, hein, et ça c'est bien répété, et on n'hésite pas à le dire quand on veut le dire. Eh bien, j'ai décidé de poser cette question à ChatGPT. Ah oui, alors, tout le monde parle de l'intelligence artificielle. Alors je me dis, bah, tiens, il va bien falloir qu'à un moment donné, on s'en serve. Alors j'ai demandé à ChatGPT, j'ai posé plusieurs questions. La première question, c'était, peux-tu me donner une présentation de ce que doit être un bon président? Toi, tu te dis, bon, bah, on va voir, on va nous parler certainement de l'ENA, on va nous parler de la formation à Sciences Po, etc., etc. Eh bien, voilà ce que donne l'intelligence artificielle. Un bon président devrait posséder plusieurs qualités et compétences essentielles. Premièrement, le leadership. Un bon président doit inspirer et motiver les citoyens en montrant l'exemple et en prenant des décisions éclairées. Oh, pas trop compliqué. Une vision. Il doit effectivement avoir une vision claire pour le pays en établissant des objectifs à long terme et en élaborant des stratégies pour les atteindre. Là encore une fois, pas trop compliqué. Quand ne serait-ce que diriger une petite entreprise ou tout simplement travailler dans un secteur ou un autre, en général, on te demande d'atteindre des objectifs et plutôt à long terme. On n'a pas envie qu'une entreprise s'arrête du jour au lendemain. Compétences en communication. La capacité à communiquer efficacement avec le public, les médias et les autres dirigeants est cruciale pour expliquer les politiques et mobiliser le soutien. Alors quand tu lis ça, tu te dis, on peut comprendre pourquoi certains animateurs, certains journalistes, certaines personnes, justement des personnalités médiatiques, eh bien, se font fermer le bec, tout simplement, et à qui on demande de quitter petit à petit le milieu médiatique. On peut comprendre ça. Empathie. Comprendre les préoccupations et les besoins des citoyens est essentiel pour prendre des décisions qui les affectent positivement. L'empathie, je pense que pour pouvoir être empathique, c'est quelque chose qu'on a en soi, hein. On ne peut pas devenir empathique. On peut, lorsqu'on est empathique, essayer de cultiver cette empathie, faire en sorte que l'empathie soit de plus en plus présente chez nous, en ayant des décisions, en prenant des décisions bienveillantes envers les gens que nous avons autour de nous. Mais je ne pense pas qu'on peut devenir empathique. Encore une fois, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour citer ou salir ou quoi que ce soit et qui que ce soit. D'accord? Si c'est ça que tu cherches, tu peux déjà arrêter la vidéo. Toujours dans la question, peux-tu me présenter ce qu'est un bon président? On a l'intégrité. Ça, c'est une ressource rare, hein, chez les présidents que nous avons. Un bon président doit être honnête et transparent en agissant dans l'intérêt du pays, en respectant des lois. Transparent, honnête. Ce sont des mots qui sont très rarement conjugués avec le pouvoir et la présidence. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi je pense qu'effectivement on manque de ça, ou sinon on a des fausses transparences, hein. On peut effectivement, alors vous le voyez aujourd'hui, hein, y compris le président de la République, notre président du pays, utilise la transparence, entre guillemets, des médias sociaux, hein. Une caméra, comme je suis en train de faire là en ce moment, et puis vas-y, on est en train de discuter avec un gamin qui s'est fait arrêter au péage parce qu'il a voulu payer avec son téléphone, et on lui dit, ben non, tu n'as pas le droit de payer avec ton téléphone, mais ça va venir. Une absurdité absolue puisque le péage a l'option de te faire payer avec ton téléphone et tu es à l'arrêt. D'accord? Surtout qu'aujourd'hui, en plus, on nous interdit d'utiliser les téléphones en voiture, mais toutes les voitures sont dotées d'écrans et tu es là en train de chercher comment tu vas faire pour baisser ta climatisation. Et sérieusement, tu as autant de risques à ce moment-là de te prendre le camion qui est devant que lorsque tu regardes sur ton téléphone. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous pouvez utiliser vos téléphones. On a trop d'exemples de personnes qui ont perdu la vie à cause de ça, mais c'est juste pour donner un exemple. Le président Macron a utilisé TikTok
pouvoir parler à ce jeune homme plutôt que de se réunir tout de suite un conseil de ministres exceptionnel pour dire: «Bon écoutez, c'est quoi cette bêtise-là? C'est une connerie. Tout de suite, vous me prenez la loi pour la semaine prochaine à partir de maintenant et rétro rendre ça rétroactif. Tous ceux qui ont eu une amende dans la même, pour la même raison, on retire tout ça». Tu vois? C'est soit tu es président, soit tu es pas président, mais ce côté, empathique est important et la transparence, hein, l'intégrité du président, la transparence, c'est pas juste du cinéma, pour, être sur les réseaux sociaux et passer pour, monsieur président, gentil comme tout. Attention, j'ai donné l'exemple de monsieur Macron parce que c'est, l'un des derniers exemples, dans l'actualité. On a, la compétence en gestion. Ah! Alors là, tu dis: «Oups, ça y est, il va falloir que je fasse des études en gestion, il va falloir que je fasse ci, je fasse ça». Non, 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 si tu veux être un bon président, c'est savoir gérer une équipe, tu vois? Donc à la limite, un chef de chantier pourrait peut-être avoir cette compétence. S'il a les autres compétences, peut très bien devenir président, puisqu'il a l'habitude de gérer des équipes. Un chef de chantier va savoir distribuer les tâches à chacun, chaque lundi matin, puis ensuite chaque matin, pour, voilà, pour réaliser le plan et atteindre l'objectif qui est de construire cet immeuble dans les 6 prochains mois, remettre les clés au promoteur. À la limite, oui, on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études de gestion, mais une expérience dans l'entreprise, pourrait, très bien, faire l'affaire. Donc gérer une équipe, à déléguer des responsabilités, hein. Un président, c'est pas celui qui doit prendre toutes les responsabilités, parce que c'est pas possible, hein. Le président qui veut tout faire, qui pense qu'il est meilleur que, ses ministres et surtout qui va s'entourer de gens incompétents pour pouvoir garder ce côté, «Je suis meilleur que toi, je sais mieux que toi», eh bien, à un moment donné, va être débordé par les responsabilités, hein, les responsabilités d'un pays et un bon président, c'est pas forcément celui qui veut tout faire et que l'on voit partout, heu, et qui tire et qui veut tirer sur plusieurs, responsabilités, plusieurs lapins, comme on dit, dans le jargon. Si tu essaies de tirer sur plusieurs lapins, tu en auras aucun et c'est souvent ce qui arrive lorsqu'on a des présidents qui sont, omniprésents et à la fois absents. Parce que en fait, leur omniprésence est égale à une absence, puisque dans chaque domaine, ils n'arrivent pas à faire avancer les choses. Et puis, on a supervisé des opérations gouvernementales et fondamentales, bien sûr. Donc là, c'est un travail de superviseur. Tu vois, c'est pas on n'est pas, encore une fois, avec des études de bac plus 20. Non, moi, personnellement, j'ai pas bac plus 20, je vous rassure, hein, je vous le dis tout de suite, et loin de là. Ensuite, on nous dit qu'il faut de la résilience. La résilience, c'est lorsqu'il y a une crise, eh bien, il va falloir répondre à cette crise, à ces défis. Et un bon président doit rester calme et trouver des solutions efficaces. Et pas des solutions qui sont prises comme ça, sur le coup de la colère, se lever en pleine réunion, quitter les débats, quitter la table des négociations parce que on est fâché, on est énervé, on nous a touché dans notre sensibilité, dans notre intimité, dans notre amour-propre, hein. Lorsqu'on est un homme politique, eh bien, il faut accepter. Il faut accepter que des journalistes viennent nous interviewer, qu'ils ne soient pas toujours dans notre sens, qu'ils ne soient pas d'accord avec nous. C'est ça aussi, pouvoir relever des défis et des crises, c'est admettre qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas pris la bonne décision et que les journalistes sont là pour nous dire: «Eh, vous êtes certain, Monsieur le Président, que là, vous avez fait la bonne chose? Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit l'opposition?» Et c'est là où il va falloir savoir gérer son calme. C'est pas moi, hein, tout ça là, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle. Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis trop bête, hein, pour vous dire tout ça, hein. C'est vraiment l'intelligence artificielle et puis il y a la collaboration. Travailler avec d'autres partis. Hein, il faut se rappeler lorsqu'on est président, alors ça, ils le disent tous, hein, dans leurs beaux discours, hein, vous avez remarqué, depuis toujours, en tout cas, depuis la Ve République, j'écoute tous les discours. Oui, oui, j'écoute la politique depuis que je suis tout petit. Vous entendez le même discours, c'est: «Bonjour,
merci de m'avoir élu et je tiens à vous dire que je serai le président de tous les Français, hein, ou de tous les Polynésiens pour le président du territoire. Et alors ça, c'est la belle parole. Mais par contre, on voit bien que malheureusement, hein, malheureusement, dans les faits, hein, on a du mal à aller travailler avec d'autres gens, alors que normalement, hein, les gens qui sont là doivent représenter la population et la population, bien souvent, hein, n'est pas du tout représentative de ce qu'on a eu comme résultat dans les urnes, hein, surtout selon la procédure électorale. Eh bien, on va pas forcément avoir un président qui représente la majorité de la population, hein. On l'a bien vu depuis plusieurs années déjà. On continue avec donc le fait de travailler avec d'autres partis, organisations et nations, hein. On n'est pas le nombril du monde, il faut arrêter, hein, de penser qu'on est capable de gérer la guerre des autres. L'ingérence, c'est quelque chose qui peut tuer un pays. Et donc, penser à travailler avec les gens sans forcément s'ingérer dans leurs histoires, dans leur politique. C'est-à-dire, on va travailler avec ces différentes nations, ces différents pays pour un succès commun. Hein. Arrêter de penser toujours à soi, de toujours ramener la couverture à soi-même, parce que dans ces cas-là, on n'avance pas. Hein, on n'avance pas, c'est pas possible. L'ouverture d'esprit, ça aussi, c'est quelque chose qui manque énormément, hein, à nos politiques, qui oublient souvent d'aller écouter les chefs d'entreprise, mais aussi les gens d'en bas. Tu sais, ceux qui ont des fois malheureusement été traités comme les autres, hein. Il y a les Français qui travaillent, puis il y a les autres. Ouais, mais ces autres-là restent quand même des citoyens. Ce sont des gens, hein, qui ont peut-être, justement par cette expérience compliquée et difficile, ils ont peut-être des choses à nous ramener, à des choses que souvent les politiciens ne voient pas parce qu'ils sont dans une bulle entourée de gardes du corps et surtout de gens qui sont là pour les caresser dans le sens du poil, leur dire qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils veulent surtout garder leur salaire à la fin du mois. Euh, Alors que peut-être, s'ils descendaient un peu plus souvent, hein, dans la rue, mais pas que dans la rue, dans les entreprises, dans les sociétés, pas être juste là au salon de l'agriculture, aller passer du temps avec les gens dans une ferme pendant 2 jours, vous allez comprendre c'est quoi l'odeur du fumier. Et comprendre comment que c'est compliqué et regardez combien vous allez gagner en 2 jours si vous étiez à sa place. Ça fait partie des choses qu'on ne voit pas, qui n'existent pas. Ben non, une fois qu'ils ont serré des mains, qu'ils ont fait des photos et une interview, hop, ils remontent dans leur voiture blindée et puis c'est terminé. Donc, cette ouverture d'esprit pour écouter, pour entendre le peuple et surtout les critiques constructives. Comprenez, lorsqu'on est à la tête d'un pays, ben, on doit se préparer à entendre des critiques. Moi, je fais des vidéos régulièrement où j'utilise effectivement des choses qui ont été dites par des politiques, mais quand tu es politicien, ben, tu es un homme public, et il faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, quand tu dis quelque chose dont le peuple n'est pas d'accord, hein, en général, quand je fais ça, c'est parce que vous avez montré sur les réseaux sociaux que ce qui a été dit est plutôt ridicule, eh bien, ben, tu dois t'attendre à ça aussi. Tu dois te préparer à ça. Donc, prendre ça comme des critiques constructives quand c'est le cas, et ça peut améliorer donc les politiques, et on peut effectivement à ce moment-là s'adapter et aller vers le changement. Encore une fois, et nous avons ici la 10e qualité, sensibilité aux enjeux sociaux. Comprendre les questions de justice sociale, d'économie, d'environnement et de droits humains est crucial pour un leadership éclairé. Alors là encore, on ne nous a pas demandé d'être agronome, on ne nous a pas demandé d'être avec bac+8 en droit, économie, etc. Non, on s'entoure de bonnes personnes et on écoute et on regarde ce qui se passe autour de nous pour essayer de prendre des décisions éclairées. Donc, en résumé, nous dit toujours ChatGPT, un bon président est un leader visionnaire, intègre et compétent, capable de rassembler la nation autour d'objectifs communs tout en répondant aux besoins de tous les citoyens. Alors, ça a été ma première question. Et puis, j'ai demandé d'autres questions sur des personnalités, hein, des personnalités qui font le plus parler d'elles aujourd'hui. Et lorsque je vois sur les réseaux sociaux, suite à l'interview, à la rencontre de M. Trump et de M. Zelensky
à la Maison Blanche avant-hier, eh bien, des gens qui mettent une photo de Monsieur Zelensky comme étant l'homme de l'année, un héros, hein, présenté comme le président exemplaire. Je me suis dit, on va regarder un petit peu, parce qu'encore une fois, moi je suis un imbécile, donc je vais sur ChatGPT, hein, intelligence artificielle, et j'ai tapé, peux-tu me donner le parcours professionnel de Vladimir Zelensky? Alors, aujourd'hui, donc, on le sait, il est président de l'Ukraine depuis 2019, hein, il y a 6 ans. Il a eu un parcours professionnel avant d'entrer en politique, et voici cet aperçu. Alors, en formation, il a une formation, en fait, il a étudié le droit à l'Université nationale d'économie de Kiev. Alors là, waouh! En fait, il n'y a pas de diplôme, d'accord? Puisqu'il a rapidement orienté sa carrière vers le divertissement. Donc, c'est comme si moi je te dis, bah tiens, j'ai fait 1 an de BTS, mais j'ai dû me barrer parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer mes études. Donc, je ne peux pas prétendre avoir un BTS en action marketing et commercial. Après, j'ai décidé d'aller faire 1 an de droit à l'université. Waouh! Donc, je vais dire que j'ai fait l'université. Ben non, parce que tu n'as pas eu le diplôme. Donc, vous voyez, on a affaire à quelqu'un qui, bah, écoutez, il a voulu faire un truc, puis il a préféré aller s'amuser, hein, aller vers une carrière de divertissement. Et là, il a fait une carrière d'acteur et de producteur. Il a commencé sa carrière dans le théâtre et la comédie à l'âge de 17 ans. Ça nous rappelle un autre président, hein, qui faisait du théâtre à l'âge de 15 ans et qui est tombé amoureux de sa prof, hein. Il a cofondé la société de production euh, Vartal 95 qui a produit des films, des émissions de télévision et des spectacles humoristiques. Retenez bien le côté humoristique parce que je vais aller voir un autre personnage tout à l'heure, plutôt français, et vous allez voir, hein, il y a des similitudes. Zelensky est devenu célèbre grâce à la série télévisée Serviteur du peuple, où il joue le rôle d'un enseignant de lycée qui devient président par accident. Bon, ensuite, il y a son engagement politique, et c'est qu'en 2018 qu'il annonce sa candidature à la présidence de l'Ukraine en utilisant son image de outsider et en promettant de lutter contre la corruption. Lui, il promet de lutter contre la corruption. Alors, si vous faites un peu plus de recherche, vous allez vous rendre compte que ces sociétés de production sont alimentées justement par des oligarques et des gens qui sont extrêmement corrompus, hein, de l'Ukraine. Ça, vous pouvez aller le vérifier. En avril 2019, Zelensky remporte les élections présidentielles avec une large majorité. Donc là, vous voyez très bien que le peuple n'attend pas un énarque, n'attend pas un politologue, un gestionnaire, un ingénieur agronome pour s'occuper de l'environnement qui est en alerte en ce moment. Non, non, on a pris un clown, un animateur, en fait quelqu'un qui nous donne le sourire, quelqu'un qui nous donne confiance, hein, nous donne envie d'avoir confiance en lui. Et donc, pour la présidence, depuis son élection, il a été confronté à des défis majeurs, ça on le sait maintenant, notamment la guerre avec la Russie et les réformes internes. Est-ce qu'il gère bien? Est-ce qu'il ne gère pas bien? Ce n'est pas le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Je ne suis pas là pour commencer à dire que je suis pro-Zelensky ou pro-Poutine. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon président? Donc vous voyez que lui, il n'a pas fait grand-chose, hein, en termes de politique. Okay, contrairement à notre président, puisque j'ai demandé quel est le parcours professionnel d'Emmanuel Macron. Alors Emmanuel Macron, lui, il est président de la France depuis mai 2017 et il a suivi un parcours professionnel diversifié avant d'entrer en politique. Alors voici un aperçu de ce parcours. Il a une formation, il obtient un baccalauréat scientifique avant de poursuivre des études en philosophie à l'université Paris-Nanterre. Études en philosophie, ça peut peut-être nous permettre de comprendre un petit peu mieux la nature de ces discours qui ne sont pas toujours compris par les électeurs, hein, parce que la philosophie, en général, c'est quand même quelque chose d'assez abstrait. Hein, mais voilà, on peut peut-être comprendre différemment lorsqu'il dit à quelqu'un, écoute, traverse la route et tu trouveras du travail. Peut-être que philosophiquement, il y a une vision là, quelque part, de voilà, quelque chose qui pourrait être plutôt positif, alors que c'est vraiment quelque chose que les Français ont détesté. Hein.
tout comme lorsqu'il a dit qu'il emmerdait les Français, qui ne voulaient pas se faire vacciner. Est-ce que c'est philosophique ou est-ce que c'est de la pure vulgarité et surtout de l'antipathie, de la suffisance? Enfin, vous jugez vous-même, mais c'est peut-être de la philosophie. Et vous avez également son intégration pour l'École nationale de l'administration, la fameuse ENA, l'institution prestigieuse qui forme les hauts fonctionnaires français. Waouh! Hein, vous savez, ces personnalités qui roulent avec des voitures avec un E et qui ont donc une autorité assez importante hein, quand même hein, dans notre système, en tout cas à Tahiti. Ils ont la compétence de la justice et je peux vous dire qu'ils savent s'en servir. Carrière dans la fonction publique. Ça y est. Après l'ENA, Macron travaille comme inspecteur des finances. Oh, au sein du ministère de l'économie et des finances. Alors là, on se dit, waouh, ok. Là, par rapport à Zelensky, là, on tape déjà au-dessus, tu vois. Le gars, il a une expérience en finance. Donc là, on est certain que ce mec-là, le jour où le pays va avoir des problèmes financiers, va risquer d'aller vers la dette, il va savoir prendre les bonnes décisions. Carrière dans le secteur privé. En 2008, il rejoint la banque d'affaires Rothschild et compagnie et il devient associé gérant et acquiert une expérience significative dans le domaine financier. Tu dis, waouh, alors là, là, on confirme. Hein, on confirme. Avec un mec comme ça, c'est sûr, la France, hein, si jamais un jour il avait le poste de président, puisque c'est ma question d'aujourd'hui, tu dis, lui, ce président-là, là, il va te régler tous les problèmes financiers de la France, la dette, ça va être merveilleux. Engagement politique. Donc en 2012, il est nommé conseiller économique auprès du président François Hollande. 2012, conseiller économique en 2012. D'accord. Donc ça fait déjà plus de 13 ans hein, qu'il est à un poste crucial hein, au niveau du pays, hein, dans l'économie, encore une fois. Et il devient rapidement un proche collaborateur. En 2014, il est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, hein, où il met en œuvre plusieurs réformes économiques. Hein. Alors, comme notre président d'ailleurs, notre président à Tahiti, hein, c'est son truc, ça, l'industrie, le numérique. Alors, il a passé les portefeuilles, mais on sait que c'est quelqu'un qui est passionné hein, par cela. Donc là, on se dit, mais waouh, on va avoir une France qui va être numéro un hein, en termes d'intelligence artificielle, en termes de réseaux sociaux, en termes d'Internet, en termes de cybersécurité, etc. Hein. On est dans les choux, hein, on est parmi les derniers quasiment. L'économie, waouh, hein, et de l'industrie. Hein, on se dit là, notre industrie va devenir florissante. On va arrêter de décentraliser. On va essayer de garder nos produits, que ce soit en médecine ou dans l'industrie de l'automobile, etc. On va essayer de tout faire pour que justement notre économie soit waouh. Et là, il crée son nouveau parti politique En Marche hein, et se positionne comme un candidat centriste et progressiste pour l'élection présidentielle. Et là, dans cette présidence en mai 2017, et il a mis pas mal de réformes en place, hein, notamment dans le domaine du travail, de la fiscalité et de l'éducation. Euh, alors, si on fait vite un bilan des 7 dernières années où il est au pouvoir, la France a plus de 3500 milliards de dettes. Notre industrie s'est jamais aussi mal portée. Où aujourd'hui, on n'est même plus capable d'avoir du Doliprane sans pleurer à la Chine pour nous livrer. Euh, Résultat des courses, entre un Zelensky qui va peut-être être élu l'homme de l'année, héros de tous les temps, comment on appelle ça? Il n'avait pas de compétences, hein, de compétences en termes de diplôme, hein, il n'était pas diplômé, et un Macron qui avait quand même un, un passé assez incroyable hein, en termes de finances. Ben, quand on voit l'état des finances de la France et quand on voit les milliards qu'a reçu M. Zelensky depuis qu'il est au pouvoir pour pouvoir l'aider hein, dans sa guerre, moi je me dis que on a un petit Vladimir qui pourrait donner des cours à Macron hein, pour gagner de l'argent hein, et plutôt que d'en dépenser. Tu vois, moi je dis ça, je dis rien. Hein.
Après, l'autre homme hein, de cette politique d'actualité, c'est bien sûr Donald Trump. Hein. Donald Trump qui a déjà été président pendant 4 ans hein, aux États-Unis. Donald Trump qui redevient président depuis plus d'un mois et demi maintenant, hein, élu haut la main. Hein. On ne peut pas dire que c'est, encore une fois, tricherie dans les urnes ou quoi. Non, non. C'est un boulevard qu'il a mis aux démocrates. Kamala Harris en a pris pour son grade. Et on peut dire que, voilà, il n'a pas volé son élection. Bien lui, au niveau éducation, il obtient un baccalauréat en économie euh, à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie en 1968. Et alors, un baccalauréat aux États-Unis, c'est l'équivalent d'un master, en fait, en France, hein, une licence, master. C'est entre les deux. C'est assez. C'est pas du tout, on n'a pas du tout le même cursus hein, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Carrière dans l'immobilier, après avoir rejoint l'entreprise familiale, la Trump Organisation, il s'implique dans le développement immobilier, notamment à New York. Il se fait connaître dans les années 80 grâce à des projets emblématiques comme la Trump Tower à Manhattan et il fait des hôtels et casinos à Atlantic City. Rien à voir avec la politique. Pour l'instant, on a affaire à un milliardaire de père en fils qui continue à développer, hein, qui développe l'argent de la famille. Et là, il va lui aussi, tiens, c'est là où on voit un lien avec Zelensky, il va se lancer dans les médias et le divertissement. Il devient une personnalité médiatique dans les années 2000 en tant qu'animateur de l'émission de télé-réalité The Apprentice, qui lui confère une grande notoriété. Voilà, alors là, encore une fois, on parle d'une notoriété, télévision, divertissement, animation. Et d'ailleurs, pour les gens de ma génération, vous vous rappelez peut-être, on l'avait même vu dans Le Prince de Bel-Air, aux côtés de Will Smith, où il intervient dans un épisode du Prince de Bel-Air. Donc voilà, on a affaire encore une fois, entre guillemets, hein, à un clown. Hein. Oui, c'est un mania du business, de l'immobilier, mais c'est aussi quelqu'un qui aime amuser les gens, qui aime faire rire, apporter de la joie, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, du président Macron. Hein. Et là, il a un engagement politique. Bien qu'il flirte avec la politique à plusieurs reprises dans les années précédentes, il annonce officiellement sa candidature à la présidence en 2015 en tant que républicain. Sa campagne se distingue par des positions populistes. Alors, populiste, c'est un mot qui est très récent, en fait. Populiste, c'est ce qu'utilisent les médias lorsqu'ils n'aiment pas quelqu'un, lorsque quelqu'un a de la notoriété, lorsque quelqu'un est aimé et populaire, eh bien, ils ont changé le mot populaire en populiste, c'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui a des idées, qui est là juste pour dire des choses qui vont faire plaisir au peuple. Quelque part, politique, c'est un peu ça. C'est donner la parole au peuple, c'est le peuple qui gère. Donc, si tu as envie de faire de la politique, le mieux, bah, c'est d'être populiste. Eh bien non, pour eux, non, non, non. Il faut être d'abord un énarque, il faut avoir, tu sais, non, non. Ça, ce sont les médias, les journalistes, souvent avec une sensibilité de gauche, qui vont insulter hein, ces gens en disant qu'ils sont populistes, que c'est en fait voilà, des gens qui n'y connaissent rien. Hein. Et donc lui, il a dit non, 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 moi je veux, voilà, je veux être près du peuple et je veux une communication directe. Et c'est ce qui lui a permis justement de mobiliser un large électorat. Euh, alors, sa première, ses premières 4 années en tant que président, il a gagné son élection. C'était quand même très serré, on a même eu des doutes, on a remis en question le mode électoral, etc. Mais comme je l'ai dit tantôt, cette fois-ci, c'était clair, net et précis. Et donc, euh, là où il va faire la différence, c'est qu'il annonce cette candidature et elle se distingue justement par cette attitude, une attitude dont on n'a pas l'habitude venant des présidents. On sort complètement du politiquement correct et le peuple se retrouve beaucoup plus dans ce personnage et le peuple, eh bien, c'est la majorité des Américains.
hein. C'est autant le cow-boy, l'agriculteur, que la petite ménagère, que la caissière de chez Costco ou Walmart, qui a l'impression qu'on lui parle directement. Donc, il remporte son élection en 2016 face à Hillary Clinton, quand même. Un acteur, un autre clown encore, qui remporte face à Hillary Clinton. Vous imaginez quand même, c'est énorme. Et son mandat est marqué par des politiques controversées. Alors, bien sûr, quand tu fais pas comme les démocrates, lorsque tu n'es plus dans le politiquement correct, lorsque effectivement tu n'as pas besoin du soutien de milliardaires puisque tu es milliardaire toi-même, eh bien là, tu commences à tourner le dos à ceux qui font l'Amérique, c'est-à-dire tous ces milliardaires qui sont dans la production hollywoodienne, qui sont dans la production en général, hein. Et là, donc, il arrive avec des réformes fiscales, des tensions internationales et une forte polarisation politique. Post-présidence, après avoir perdu l'élection de 2020 contre John Biden, il continue d'influencer le parti républicain et reste une figure centrale de la politique américaine. Et c'est pour ça qu'il est réélu. Le parcours de Donald Trump témoigne d'une carrière axée sur l'immobilier. On est bien d'accord, hein, c'est quand même ça le point central de sa vie. Mais les médias et l'ascension fulgurante dans la politique, marquée par des approches non conventionnelles et une forte présence médiatique. Voilà, alors encore une fois, vous voyez à quel point les médias, lorsqu'on dit que les médias, c'est la quatrième force, eh bien, ça se voit encore une fois. Que ce soit Zelensky, que ce soit Trump, mais on peut parler également de Macron. Macron, c'est quoi qui le tue? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, il est au plus bas? On n'a jamais eu un président avec un taux d'adhésion aussi bas, hein. Il est quasiment descendu jusqu'à 23%. Là, dernièrement, il est un petit peu remonté, il a repris un point, 24, 25, il tourne entre 22 et 25 en fin de compte. Mais pourquoi? Ben, parce que les médias sont là. Alors aujourd'hui, vous avez les médias, hein, les mainstream, et puis vous avez tous ces médias sociaux, les YouTube, les TikTok, etc., qui ne sont pas là pour aider un candidat quand il fait des conneries. Et c'est la même chose pour Trump, c'est la même chose pour Zelensky, c'est la même chose pour Poutine. On est vraiment dans un schéma où le côté médiatique est très important. Et on le sait, aujourd'hui encore, on revient sur cette affaire JPK, hein, à Tahiti. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un journaliste qui détenait des dossiers gênants, des dossiers compromettants, pardon, et on se rend bien compte que le journaliste, lorsque c'est un journaliste d'investigation et un vrai journaliste, pas quelqu'un qui est dirigé par sa direction ou par justement la directrice de publication ou la rédactrice en chef ou le rédacteur en chef qui a des pressions de droite et de gauche, hein, et après, on le sait, on est en Polynésie française, le territoire français le plus corrompu, hein, de la France. On peut comprendre que comment on appelle ça, les médias ont un poids toujours aussi puissant et que lorsqu'on a, moi personnellement, lorsque on m'a remercié, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je démissionne d'une émission où je donnais la libre antenne à la population, par exemple, eh bien, j'ai vite compris qu'il fallait que je remonte tout de suite un média, que j'utilise les médias sociaux pour pouvoir donner la parole aux gens parce qu'il y a un véritable besoin. Et c'est surtout parce que je considère qu'il vaut mieux se laisser aller sur les médias sociaux plutôt que de descendre dans la rue. Alors, j'ai un quatrième personnage. Et celui-là, alors tout le monde s'attend à Poutine. Eh bien non. Moi, je vais vous parler d'un personnage qui, bientôt, ça fera 40 ans. L'année prochaine, ça fera 40 ans qu'il a disparu. Et ce personnage a certainement aidé beaucoup plus de Français dans la misère que tous les présidents qu'on a eus depuis qui se sont succédés. Je parle encore une fois d'un clown, d'un humoriste, un gars qui, ouais, j'ai envie de dire, c'est l'histoire d'un gars qui a voulu à un moment donné, lui aussi, se présenter aux élections présidentielles, tout comme Zelensky, alors qu'il était humoriste, connu des scènes pour justement avoir une vision satirique, hein, de la vie politique.
Alors, je vais encore lire, hein, ChatGPT, parce que moi, je suis un fan de Coluche, mais je suis pas assez intelligent pour vous en parler. Je vais laisser faire l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous pouvez lire, hein, en même temps que je vous parle. Donc, carrière humoristique, Coluche se fait connaître dans les années 70 grâce à son humour provocateur et ses sketchs qui abordent des thèmes sociaux et politiques. Il utilise la comédie pour critiquer la société française et ses injustices. Engagement social. En 1985, il fonde les Restos du Cœur, un an avant sa mort. Une opération caritative qui distribue des repas aux personnes dans le besoin. Cette initiative connaît un grand succès et fait de lui une figure emblématique de la solidarité en France. Il se présente à la présidence en 80 et Coluche annonce sa candidature à l'élection présidentielle donc, de 1981. Hein, et vous voyez, c'est pas parce qu'il a échoué qu'il n'a pas quand même fait les Restos du Cœur. Donc on ne peut pas dire qu'il a fait les Restos du Cœur dans l'idée de devenir président. Pas du tout. Sa campagne est marquée par une approche humoristique et satirique visant à dénoncer les travers de la classe politique. Il se présente comme un candidat anti-système promettant de faire rire les Français et de changer la politique. Retrait de sa candidature. Eh oui, bien qu'il eût réussi à mobiliser un certain soutien populaire, donc à l'époque, on aurait dit qu'il était plutôt populiste. Non, soutien populaire, Coluche se retire de la course en raison des pressions médiatiques et politiques, ainsi que de préoccupations concernant sa sécurité. Euh, alors là, c'est quelque chose qui est assez incroyable parce que, vous voyez, quand j'entends cela, je me rends compte à quel point les médias, encore une fois, sont capables ou non de créer ou de tuer une personne. Hein. Et à l'époque, il était persona non grata sur toutes les chaînes de télé et de radio. On n'entendait plus parler de lui, on n'avait plus le droit, les radios n'avaient plus le droit de passer ses sketchs. Et donc, du jour au lendemain, boum. Et à l'époque, il n'avait pas, comme ce que nous avons aujourd'hui, des réseaux sociaux. Vous voyez, j'ai défendu une affaire il y a un an, c'était en janvier 2000. Je donne cet exemple-là parce que je viens de passer au tribunal, une deuxième fois, des gens qui se plaignaient d'un vrai problème, un problème énorme dans lequel un service du pays est impliqué. Eh bien, j'ai eu le malheur de vouloir les défendre parce qu'ils me l'ont demandé. Eh bien, tout de suite, j'ai eu une plainte contre moi pour diffamation pour une virgule. Hein. Je vous le dis franchement, hein, c'est une virgule qui m'a fait faire une erreur sur tout un, tout un dossier. J'ai fait une erreur. Une erreur qui, normalement, sur n'importe quelle radio, n'importe quelle télé, se rattrape le lendemain avec nous nous excusons, hier nous nous sommes trompés, nous avons dit ça, en fait, voilà la réalité, nous nous excusons, et voilà, c'est terminé. Moi, j'ai eu une diffamation, hein, on me met quand même 2 400 000 au-dessus de la tête. En septembre 2024, je suis complètement relaxé pour cette diffamation, donc rien, même pas un franc à sortir, parce qu'on arrive à prouver que tout ça est vraiment du n'importe quoi. Eh bien, imaginez que l'organisation qui veut me faire tomber a fait appel et que je suis passé la semaine dernière et que peut-être je vais quand même me prendre 2 400 000. Tout va dépendre du juge qui s'est occupé de l'appel et qui m'a attaqué, mais dès le départ. Donc, la même justice, les mêmes avocats étaient là, c'était exactement les mêmes défenses des deux côtés. Eh bien, tu peux être relaxé à un moment, mais si on veut te faire tomber, on peut encore te faire tomber. On trouvera le moyen de te faire tomber et de te faire fermer ta gueule. Eh bien, vous voyez, Coluche a été obligé de retirer sa candidature parce que justement, il sentait qu'il y avait de la pression et il a parlé ici de sa sécurité. Et on sait tous comment ça s'est terminé. Ce fameux putain de camion, ce fameux accident, si accident il y a eu, qui laisse encore aujourd'hui planer tellement de questions, hein, de questionnements sur pourquoi un homme qui avait le record de vitesse à moto, pourquoi un homme qui roulait à 60 km/h, pourquoi ce camion d'un coup en plein milieu d'un pré se met à reculer sur la route, pourquoi il y avait un barrage de gendarmes qui était déjà mis en place avant et après. Bref, il y a toute une histoire autour de cela. On le sait, lorsque on dérange les politiques savent se débarrasser des personnes qui perturbent. Hein. On a plusieurs exemples de cas comme ça, de morts qui sont remplis de mystères. Hein.
Nous, à Tahiti, on a effectivement notre fameuse affaire JPK et encore une fois, pour les familles, hein, on imagine bien la douleur qu'ont ces familles, lorsque le 17 décembre 1997, JPK disparaît. On espère très rapidement qu'on a effectivement la raison de cette disparition et malheureusement, presque 30 ans plus tard, eh bien, on ne sait toujours pas, ou peut-être que l'on sait, mais qu'on ne veut pas savoir. Bref, voilà donc, j'avais envie de vous présenter ça, hein. Alors, je pense que j'en ai perdu pas mal parmi vous. Si je vous ai pas perdu, mettez-le en dessous. Tu m'as pas perdu. C'est juste pour que je voie un petit peu quelles sont les personnes qui suivent, hein, jusqu'au bout ce type de vidéo. Euh, alors, c'était pas pour vous faire rire, mais je vous avoue, hein, et puis là, les plus éclairés vont me dire, aïe, le Béni veut se présenter pour un poste en politique. Non, je veux pas un poste en politique. Moi, j'aimerais bien être président de mon pays. Mais non, mais je te le dis franchement. Puis après, tu prends ça, tu peux m'insulter, me traiter de clown. Regarde. Est-ce que lorsqu'on est justement ministre de l'économie, qu'on a fait des études en finance et qu'on met son pays avec 3 500 milliards de dettes, on laisse son pays au bout de 7 ans, euh, qu'on n'a donc pas choisi le bon ministre de l'économie, la bonne équipe, qu'on a fait du gaspillage, hein, une véritable gabegie au niveau du budget, lorsque effectivement on n'a pas l'impression, nous, aujourd'hui, d'être représentés par qui que ce soit, hein, puisque ce sont des partis politiques qui choisissent nos fameux représentants à l'Assemblée, par exemple, et en fin de compte, on voit bien que les choses se font de façon politicienne. C'est le cousin du voisin de la famille, c'est l'ancien premier adjoint de patati et patata. Bref, dans tout ça, on a des grands incompétents et encore une fois, il n'y a aucune clarté, aucune transparence. On les entend s'engueuler comme des enfants de cours d'école, que ce soit à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée territoriale. Moi, je pense que on peut effectivement, quiconque, même toi, tu peux te présenter comme président. Hein, tu peux présenter ta candidature à partir du moment où tu réponds aux qualités que ChatGPT a énoncées au début. Hein, comme vous l'avez vu, hein, vous avez tout le texte que je vous ai lu, hein, pour pouvoir faire pause et bien le lire. Et tu vas te rendre compte que l'idée, bon, d'être un bon président, c'est de savoir déléguer et trouver les bonnes personnes pour chaque poste, pour que dans chaque poste, eh bien, il y ait la compétence. Et après, toi, tu dois être un bon chef d'équipe, hein, pour pouvoir superviser tout ça. Alors voilà, moi, j'y pense, attention. Je n'ai pas dit, j'ai pas posé ma candidature pour rien du tout. Mais je me dis pourquoi pas. 53 ans, tu as passé 10 ans en Amérique du Nord pour aller voir un peu ce qui se passe dans les grands pays, pour te rendre compte que c'est la même merde politique lorsqu'on est au Québec qui veut son indépendance et qui ne veut pas travailler main dans la main avec le Canada, avec le pays, avec le Premier ministre. Tout le monde se tire dans les pattes entre le Premier ministre du Québec et le Premier ministre du Canada, qui est l'équivalent d'un président pour nous. Tu reviens à Tahiti parce que tu n'en peux plus, tu aimes ton fénois, tu as envie de donner quelque chose et surtout on te propose un poste sur une radio, un CDI avec lequel tu vas pouvoir justement donner la parole au peuple, hein, et tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va mal, que l'économie va mal, il y a des choses qui sont terribles, la population souffre et tu dis, ben, toi tu vas pouvoir apporter quelque chose parce que tu sais faire de mieux, c'est faire de la radio, de l'animation, et tu vas donner la parole aux gens parce que tu as ce charisme qui fait que les gens ont envie de t'écouter. Tu vois. Et tu te rends compte vite qu'au bout de 3 ans, on te dit bye bye, hein, maintenant on va couper le téléphone, tu peux rester parce que tu es en CDI, mais, tu comprends, on va arrêter la libre antenne, tu dois même changer le nom de l'émission, on ne veut plus entendre le nom de Béni à l'antenne, tu dois trouver un autre nom. J'ai ce mail, hein, je peux le sortir à n'importe quel moment, ce mail, si jamais vous aviez des avis contradictoires. Et j'ai décidé tout simplement de démissionner. J'en ai fait une dépression parce que pour moi, c'était terrible de perdre mes auditeurs. Mais heureusement, je remercie les réseaux sociaux aujourd'hui de nous permettre de rester. Béni soit-il
comprenez bien que ça peut pas être l'émission de quelqu'un d'autre. C'est mon concept, c'est déposé, c'est à moi. Et donc, j'ai décidé de continuer à vous donner la parole avec l'After JT, avec Béni soit-il, avec toute la vérité. Toute la vérité, c'est quand même une page où j'ai pu recevoir tous les hommes politiques. Après, j'ai travaillé ces derniers mois, vous vous rappelez, depuis les législatives jusqu'au mois de décembre, j'ai quand même travaillé jusqu'à la direction, directeur de cabinet de Gaston Floss et de Pascal Haïti. Donc, ça m'a donné également l'occasion de pouvoir parler des fois 3, 4, 5 heures avec quand même celui qui a été l'homme fort en politique de la Polynésie pour aller chercher et comprendre euh, un petit peu mieux notre histoire, l'histoire politique du pays. Après, pour des raisons de déontologie, j'ai préféré arrêter. Hein. Chacun son choix et on ne s'est pas coûté fâché avec qui que ce soit. Mais voilà. Et donc tout ça, et le fait d'être très très intéressé et de suivre tous les débats politiques, me disent pourquoi pas, ne serait-ce que pour s'amuser, ne serait-ce que pour pouvoir être sur un plateau, même si sur les petits candidats, on vous donne 2 minutes, quand ceux qui ont quelquefois été arrêtés pour corruption ou pour autre chose ont quand même le droit d'avoir 15 minutes de temps de parole. Je pense qu'en 2 minutes, on est capable de dire certaines choses. Et voilà, moi, c'est ne serait-ce que pour ça, si tu pars pas dans l'attente, tu vois, moi, je vis pas dans l'attente. L'attente, pour moi, c'est le danger. Parce que quand on attend quelque chose, le pire qui puisse arriver, c'est que ça n'arrive jamais. D'accord? Alors que quand tu vis dans le contentement, quoi qu'il arrive, tu seras heureux. Et c'est ce que je te souhaite. Voilà. Donc, écoutez, bisous magiques. Et si vous trouvez ça complètement ridicule comme vision des choses, dites-le moi aussi. J'accepte toutes les critiques, mais pas les insultes. Et surtout, n'insultez personne, n'attaquez personne. C'est pas du tout le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'avoir une vision éclairée hein, de ce monde politique qui pense qu'on ne peut pas vivre sans lui et qui pense qu'il est capable de résoudre tous les problèmes que notre société a. Je pense que c'est la réalité, je pense que c'est vrai, mais il faut changer les hommes. Bisous magiques, je t'aime.